Bonjour à tous. Voilà, une émission consacrée uniquement au dépistage. Et on va vous présenter avec 4 présidents URPS qui étaient en fonction pendant 5 ans. Donc d'abord Grégory Temprement, qui est président de l'URPS Hauts-de-France, Christian Philippi, qui est président de l'URPS Corse, Renaud Nadjaï, qui est président de l'URPS Île-de-France, et Pascal Louis, qui est président de l'URPS Bourgogne-Franche-Comté. Et nos 4 pharmaciens qui sont présents se représentent pour les prochaines élections, pour continuer le travail qu'ils ont commencé à faire dans leur région et dont ils vont vous parler. Alors, le dépistage, le rôle des URPS, c'est souvent d'expérimenter. Alors, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pendant ces 5 années de mandature? Quels sont ce que vous avez réussi à faire et après, également, ce que vous aimeriez faire pour les 5 prochaines années? Alors, on va commencer par Grégory Temprement de France. Alors, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place dans ta région et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Alors bonjour à tous. Merci pour cette invitation et pour mettre en avant une des compétences en fait du pharmacien qui est le dépistage, fort du réseau officinal qui allie proximité, large amplitude horaire et compétences. On a moyen de valoriser nos compétences en tant que professionnels de santé dans le dépistage. Une des premières actions qu'on a menées avec l'URPS Pharmacien Hauts-de-France, qui a permis d'éprouver et de prouver en fait notre capacité auprès des autorités à faire et à agir sur ce champ de la santé publique, c'est le repérage des maladies rénales chroniques. Le repérage des maladies rénales chroniques, au départ, on a ciblé en fait les personnes à risque et on faisait le système avec la petite bandelette urinaire. On mesurait la protéine risque qui nous permettait d'orienter en fait les personnes. Je ne vous cache pas que cette première expérimentation a été un petit peu compliquée à mener, puisque finalement, les patients étaient plutôt très enthousiastes, étaient contents et satisfaits de la prise en charge que l'on pouvait prendre à l'officine dans le cadre du repérage. Par contre, il y avait un aspect législatif qui fait qu'un patient avait le droit de mettre la bandelette urinaire, mais pas le pharmacien. Ça sera partie des évolutions certainement en fait à avoir. Mais cette opération était quand même très pertinente, a monté d'excellents résultats. Et des personnes, par exemple, je pense à l'exemple en fait d'une femme qui avait fait en fait une crise d'éclampsie en fait pendant sa grossesse et après dont on y a pu penser en fait finalement et finalement quand on a fait le petit questionnaire à l'officine, elle dit bah oui, pendant ma grossesse en fait j'ai fait de l'hypertension et du coup on l'a fait la bandelette urinaire et on l'a mis et heureusement qu'on l'a orientée en urgence parce qu'elle était déjà en insuffisance rénale. Donc c'est vraiment la pertinence finalement des pharmaciens qui reçoivent finalement 100% des patients dans leur officine, même les personnes qui ne vont pas voir le médecin, on les a dans l'officine, ça permet de les capter à un moment donné. Donc cette opération des maladies rénales chroniques, je dis, il y avait cette subtilité de la bandelette urinaire, donc ce qui fait qu'on a quand même gardé ce repérage des maladies rénales chroniques, on a gardé le questionnaire et on a réorienté en fait vers les biologistes et le médecin traitant, mais on a renforcé les compétences du pharmacien dans le suivi des traitements à risque pour l'insuffisance rénale. Avec des partenaires, je pense que c'est très important justement de travailler en réseau avec les partenaires régionaux. Donc je pense au réseau Néphronord qui regroupe en fait tous les néphrologues en fait des Hauts-de-France. Je me suis mis aussi en lien avec les facultés, parce que c'était très important en fait de mettre les deux facultés, nous de Lille et d'Amiens, parce que généralement en fait certaines facultés utilisent finalement notre expérimentation pour leur faire un sujet de santé publique pour les étudiants de 6e année. En fait, ça permet de déployer et d'augmenter en fait les capacités des pharmaciens sur ce sujet. Alors, fort de cette expérience-là, on a eu une notoriété, on a été reconnu par l'agence régionale de santé et on a prouvé on a montré qu'on avait une pertinence pour aller au-delà dans le dépistage. Alors, vous savez qu'en Hauts-de-France, on est un territoire de 6 millions d'habitants, de fortes disparités en fait au niveau des indicateurs de santé et on a notamment le bassin minier dont les indicateurs de santé sont assez dégradés, notamment pour le risque cardio-neurovasculaire.
Et beaucoup de patients sont hors parcours de soins et n'ont même pas en fait de médecin traitant. Si on regarde statistiquement, en fait, la déclaration des médecins traitants, donc c'est-à-dire que des patients qui sont hors parcours de soins. L'intérêt, c'est quand un patient vient à l'officine pour un conseil parce qu'il a mal à la gorge ou accompagne même son épouse qui vient à la pharmacie, eh ben, on peut, un petit questionnaire au comptoir, voir si la personne en fait est éligible au test. Pour le dépistage du risque cardiovasculaire, on le prend dans le local de confidentialité. On évalue sa consommation de tabac. On a un petit questionnaire BPCO, un questionnaire sur la sédentarité, la glycémie, indice de masse corporelle et tour de taille. Et en fonction de ça, finalement, on détecte des facteurs de risque. On nous donne même un petit outil motivationnel que l'on a développé parce qu'il faut que le patient prenne conscience finalement de ces risques cardiovasculaires. C'est un outil qui s'appelle l'émotiqueur. En fait, c'est une sorte de diagramme avec chaque composante en fait de ces risques cardiovasculaires. Et j'y reviendrai en fait après parce que c'est un outil motivationnel qu'on peut se servir après pour dire qu'on est efficace dans le dépistage, mais aussi pour améliorer en fait les facteurs de risque finalement dans le coup d'après. Donc forte mobilisation dans le secteur du bassin minier, ce qui fait que encore une fois, on a été reconnu. On a publié un article, premier article publié par l'ARS, coécrit, article scientifique qui est paru dans le journal de santé publique, qui a été coécrit par l'URPS et l'ARS, et qui a prouvé la plus-value en fait du pharmacien d'officine pour le repérage des risques cardiovasculaires. Fort de cet article et de l'opportunité qui était offerte par le projet régional de santé dans les Hauts-de-France, on a déployé à une plus grande échelle en fait ce dépistage du risque cardiovasculaire. Maintenant, un tiers des pharmacies du territoire sont éligibles pour repérer les risques cardiovasculaires des patients, ce qui est 264 pharmacies aujourd'hui sont impliquées dans le dépistage du risque cardiovasculaire. Vraiment super, c'est génial, c'est comme ça qu'on fait progresser une profession en montrant que les actions comme ça de dépistage sont utiles pour la population. Le dépistage n'est pas réservé à quelques-uns, mais doit être ouvert aussi aux professionnels de santé de proximité. Renaud, toi, dans ta grande région de Île-de-France, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Bonjour à tous. Donc d'abord peut-être repositionner les plus-values de la capacité de dépistage en pharmacie. Nous sommes sans aucun doute la seule profession à avoir bien sûr tous ceux qui sont dans un parcours de soins, puisque naturellement il y a une prescription, mais on a, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, on a aussi l'avantage de voir tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui ne font pas partie d'un parcours de soins parce qu'ils sont avec des pathologies qu'ils n'identifient pas, qui ne sont pas identifiées. Donc on a un travail énorme à fournir dans le dépistage notamment, mais aussi l'éducation à la santé, avec l'ensemble de nos collègues médecins, infirmiers, kinés et autres professionnels de santé. Alors, sur la région Île-de-France, qu'est-ce qu'on a fait sur les derniers mandats? D'abord, deux grandes actions. D'une part, le Trodangine, de l'autre, le dépistage du diabète. Alors, deux actions, une formidable réussite, parce que l'objectif des expérimentations et de tout ce que font les URPS, c'est de transformer la compétence identifiée par l'ensemble des pharmaciens pour que l'on puisse demain les intégrer dans notre exercice de tous les jours. Trodangine. Dès 2014, nous nous sommes mis à travailler autour du Trodangine avec une apparition du décret autorisant, enfin, qui a été discuté, autorisant dans un premier temps, supprimé et puis revenir sur la mission du pharmacien, notamment face à l'antibiorésistance et l'utilisation et le fait que le pharmacien puisse faire pour la première fois un acte entre guillemets intrusif, puisqu'on allait avec un écouvillon, on va avec un écouvillon prélevé au fond de la gorge, avec bien sûr l'ensemble des contraintes qui s'y rapportent, de façon à pouvoir identifier si les maux de gorge uniquement avec un questionnaire sur 4 questions, hein, c'est le score de Makisak, si la personne qui vient avec des maux de gorge a une affection plutôt virale ou plutôt bactérienne. Formation
à plus de 800 pharmaciens sur la région Île-de-France et derrière, avec des résultats qui sont extraordinaires, puisqu'à chaque fois que l'on sortait un TROD angine à streptocoque positif, l'envoi et le fléchage vers le médecin se transformait immédiatement en une prescription d'antibiothérapie de façon à traiter la personne. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Un, ça sécurise notre conseil. C'est-à-dire que si on est face à un TROD négatif, eh ben, c'est de la symptomatologie, eh ben, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire un traitement antipyrétique, un autre éventuellement pour les maux de gorge, etc. Et donc, les choses s'améliorent dans les 5, 6 jours, 7 jours. Par contre, s'il est positif, obligation d'antibiotiques. Et donc, on est quelque part dans le parcours de soins, puisque la personne positive va chez le médecin avec un TROD qui a été identifié, on économise du temps médical et il revient avec sa prescription d'antibiotiques. 95% des personnes adultes sont revenus avec une prescription d'antibiotiques et 100% des enfants sont revenus avec une prescription d'antibiotiques. Voilà ce qui a permis ensuite, avec l'appui de l'USPO, avec le travail au niveau du ministère, de rendre cette expérimentation, cette première expérimentation dans le cadre du dépistage, c'est devenu aujourd'hui un acte identifié, rémunéré, conventionné avec la CNAM et qui augmente et qui fait voir un petit peu toute la perspective de ce que l'on peut mettre en place les uns avec les autres. Deuxième expérimentation que l'on réalise depuis maintenant 5 ans, c'est le dépistage du diabète. 3 millions, en gros, 3 millions de personnes, 3 500 000 personnes atteintes du diabète, et ben ceux-là, ils sont dans le parcours de soins et on est bon. On est bon, sauf qu'on est en train de mettre en place un article 51 et reprendre la main, notamment avec l'accompagnement des patients sous insuline et avec des pompes. Qui d'autre que le pharmacien de proximité peut faire cet accompagnement? Et puis surtout, il y a 750 000 personnes diabétiques non diagnostiquées, non identifiées. Et que ça aboutit à quoi? À la complication de la maladie avec à un moment, parce que c'est une maladie sourde, et à un moment, quand on s'en aperçoit, il est trop tard, on est aveugle, on a le pied diabétique, bref, on a tous les problèmes. Alors, cette action est cofinancée par l'URPS, évidemment, mais aussi par l'ARS Île-de-France et aussi avec l'appui d'un certain nombre de partenaires de l'industrie pharmaceutique. Ça se tient sur une période de 1 mois et qu'on réussit à avoir jusqu'à 8000 dépistages réalisés en moins d'1 mois par les pharmaciens en Île-de-France, avec évidemment un taux la méthodologie, pardon, le FINRISC pour identifier les risques, mais de façon systématique, et c'est ça la valeur ajoutée, de façon systématique, une glycémie capillaire sur le doigt qui permet d'identifier quel est le niveau de risque ou éventuellement la présence ou pas d'une glycémie capillaire anormalement élevée. Fléchage chez le médecin et là, entrée du patient dans le parcours de soins, bien en amont de l'apparition de complications du diabète, et on a des résultats avec plus de 17% de personnes identifiées avec une glycémie anormalement élevée qui rentrent dans un parcours de soins. Qu'est-ce qu'on fait pour identifier ça? Des cartes T de façon à ce que le pharmacien soit averti de l'entrée dans le parcours de soins et que l'on puisse identifier effectivement et justifier cette action qui a un coût important aujourd'hui financé, et que évidemment que l'on peut espérer que le dépistage de diabète, qui est une priorité nationale et en tout cas une priorité au niveau de la région, en particulier sur 2 départements,
le 93 la Seine-Saint-Denis et le 95 le Val d'Oise, avec une prévalence très importante du diabète non diagnostiqué compte tenu de la population avec ses particularités ethniques, etc., et qui permet d'identifier tout cela et être en amont de toutes les complications. Voilà, je crois que là, on prouve que le pharmacien est complètement acteur de ce parcours de soins et améliore la vie. Ça ne sert à rien de donner des jours à la vie, il faut donner de la qualité à la vie. Et que là, le pharmacien intervient très clairement pour pouvoir permettre aux personnes d'avoir une longue vie en bonne santé. Merci Renaud. C'est assez amusant quand tu expliques les prods angines. Maintenant qu'on a fait les tests antigéniques, on voit que ce type de dépistage était évidemment possible dans les pharmacies, mais quand tu as fait cette expérimentation, c'était le début, et il fallait convaincre parce que c'était la première fois qu'on mettait quelque chose dans la gorge d'un patient avec des protections pour orienter un patient sur une prise pour lutter en plus contre l'antibiorésistance. C'était vraiment quelque chose qui était très nouveau et cette expérimentation à Paris a permis de le généraliser. C'est le principe même du travail que doivent faire les URPS. Pascal, toi, dans ta région Bourgogne-Franche-Comté, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place et quels résultats? Bien, bonjour à tous, bonjour aux Franc-Comtois, bonjour aux Bourguignons. Je vais vous parler de trois opérations qu'on a montées en matière de dépistage avec un fil conducteur sur les trois, c'est l'interprofessionnalité. Toutes les opérations, tout ce qu'on a monté durant 5 années a toujours été fait avec au moins un acteur d'une autre profession de santé en partenariat. Mais des fois plus, je vais vous en montrer des exemples. Je vais aller très vite sur le premier sujet puisqu'il s'agit également de dépistage de diabète. Je vais simplement vous donner les chiffres. On a embarqué sur 2 semaines 212 officines. On a réalisé 2739 tests et on a adressé aux médecins, c'était notre partenaire sur cette opération-là, 376 patients. J'avais en tête, avant de faire cette opération, qu'on dépistait à peu près 12% de personnes et on est même au-delà, vous voyez. Donc, c'est révélé toute la pertinence du dépistage dans cette pathologie non encore suffisamment bien dépistée. Très clairement, actuellement, il y a vraiment quelque chose à faire. Deuxième sujet qui va encore beaucoup plus loin dans l'interprofessionnalité, on a initié des professionnels de santé à l'intervention brève motivationnelle sur le dépistage du tabac, de l'alcool et du cannabis. Donc, on a réuni, alors là, c'est 155 professionnels, mais tous pharmaciens, kinés, IDEL, enfin infirmières, orthophonistes. On s'est aperçu qu'ils étaient tous en difficulté par rapport à des pratiques d'addiction de leur patientèle. Et on leur a appris, à travers cette méthode, ils ont fait deux demi-journées de formation avec des mises en situation, et on leur a appris à interpeller leurs patients quand ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne en matière d'addiction. Et ensuite accompagner ce patient. Donc ça, c'était. Alors là, on est sur un modèle complètement interprofessionnel puisque presque toutes les URPS sont venues se former dans ce cadre de ce comportement à appréhender un patient en difficulté qui ne vous en parlera pas, qui n'a pas forcément envie que vous lui en parliez et que vous allez dire comment je fais pour y aller parce que je sens qu'il y a un problème. Donc ça, c'était très intéressant, très enrichissant. Et le troisième point, qui est de la prévention aussi, même si c'est lié à l'accompagnement du patient et à l'observance, on a mis en place une opération de préparation des doses administrées. Alors, on n'est pas allé sur le domaine des EHPAD, puisque c'est un domaine qui est largement occupé actuellement par les pharmacies. On est allé sur les personnes de plus de 75 ans qui sont en difficulté d'observance parce qu'elles sont seules, parce qu'elles ne savent plus bien faire. On a fait une expérience de 15 pharmaciens dans chacun des départements, donc 15 x 8, vous voyez, on a embarqué 120 pharmacies, 15 patients par pharmacie, et on a ciblé des personnes je vous ai dit, de plus de 75 ans, mais que l'on a estimé à être à un niveau d'observance en dessous de 80%. Alors, comment on l'a fait? C'est évidemment perfectible. C'est qu'on a tout simplement calculé le renouvellement de leurs médicaments.
et voir si effectivement, s'ils prennent un comprimé par jour et qu'ils ont acheté que 11 boîtes de 30 comprimés, on a bien compris qu'il y avait un dysfonctionnement dans l'observance. Eh bien, on est monté, et j'en terminerai là-dessus, le niveau de l'observance à 98% pour des gens qui étaient à 80. Et là aussi, on l'a fait, alors cette fois-ci, avec, bien sûr, en informant les médecins, mais avec les infirmières, on leur préparait leur semainier et les infirmières allaient accompagner le patient chez lui. Je pense qu'il y a un véritable enseignement à tirer. Je sais que c'est un sujet conventionnel qui est débattu actuellement, et je pense que cette expérience dont on a tiré les conclusions et qui a fait l'objet d'une thèse peut certainement appuyer les travaux du syndicat pour négocier quelque chose en la matière. Voilà les 3 expérimentations qu'on a montées dans la région. Merci, merci Pascal. Voilà des projets avec chaque fois des initiatives. Et toujours, ce que vous avez dit à plusieurs reprises, hein, c'est que l'objectif du dépistage, c'est que ça serve à quelque chose. On ne dépiste pas pour dépister, on dépiste pour que derrière, le patient rentre dans un parcours de soins et on travaille en coordination avec les autres professionnels de santé. Bien évidemment, c'est tout l'objectif. Christian, toi, tu es en Corse, installé juste au sud de Bastia. Alors, qu'est-ce que tu as pu faire sur ta région avec les pharmaciens? Alors, d'abord, bonjour à tous hein, et merci pour cette invitation. Moi, je voudrais intervenir un petit peu sur les propos de Renaud et je trouve que le pharmacien est complètement légitime pour les dépistages. En fait, on a quand même un maillage territorial de qualité, on a une proximité sociale et on bénéficie quand même énormément de la confiance des patients. Donc, on le voit tous les jours. Là, actuellement, on est en train de mener un projet article 51 sur le dépistage des fragilités en partenariat avec l'hôpital de Bastia pour les personnes âgées. Et ils sont venus nous chercher justement parce qu'ils savent que, je veux dire, on a le contact proche avec le patient et on a un intérêt à apporter justement à ce dépistage. Alors, le projet phare qui a été mené, c'était en compagnie du Centre de coordination et de dépistage des cancers de Corse, parce qu'on s'est rendu compte que sur la Corse, on avait un gros problème sur le dépistage et l'accès au dépistage organisé des patients. Donc, on a passé un partenariat avec le CRCDC pour le dépistage du cancer colorectal, puisqu'on était à 13% de dépistage sur la Corse, ce qui était relativement bas quand on compare à 44% de dépistage en Ille-et-Vilaine. Il y avait quand même un manque important. On a pas mal de cancers colorectaux sur le territoire. Donc, on a monté une petite expérimentation avec 17 pharmacies. Et en l'espace de 6 mois, on est arrivé à un dépistage, un taux de dépistage supérieur au niveau national. C'est-à-dire, on a dépisté 600 personnes. On a réussi à dépister 15 positifs, ce qui était remarquable quand même pour sur une petite période. Et ça nous a valu un article de santé publique pour prouver l'intérêt du dépistage par le pharmacien dans le cadre du dépistage organisé. Donc, fort de cette expérience, on a essayé de monter une autre expérience sur une autre expérimentation avec toujours le CRCDC sur le dépistage du cancer du sein, de l'utérus et du dépistage colorectal chez les femmes. Et l'intérêt du pharmacien dans ce cadre, c'est qu'il n'y a pas de bonne invitation du patient pour aller se faire dépister à un endroit, c'est-à-dire que c'est le pharmacien qui, connaissant sa patientèle, recrute les personnes pour leur faire passer un arbre décisionnel pour essayer de les orienter sur un dépistage. Donc, on a ces réussites qui ont été prouvées et je pense que le pharmacien a toute sa légitimité justement pour arriver au niveau national un jour à rentrer dans ce dépistage organisé et valoriser sa compétence justement pour développer le taux de prévention sur notre territoire. Alors, on a d'autres projets en cours aussi, notamment sur le dépistage du risque cardiovasculaire hein, dont a parlé Grégory Timprement. Nous, comme Renaud aussi, on a un projet sur le diabète et d'autres projets à venir avec le CRCDC, peut-être beaucoup plus ambitieux. Merci Christian. Ce qui est intéressant dans vos exposés et dans vos expériences, d'abord, c'est qu'elles sont concrètes. Elles sont concrètes, qu'elles ont embarqué un nombre important de pharmaciens,
et qu'elles ont été acceptées par la population. Ça montre bien que le dépistage en pharmacie est quelque chose qui est naturel, comme quand on fait une injection pour la vaccination. On voit bien que c'est quelque chose qui est cohérent. Et le dépistage et la prévention, ça n'appartient pas à une profession. Ça appartient à ceux qui sont disponibles, qui peuvent l'organiser avec un objectif, c'est de renforcer l'interprofessionnalité. C'est bien ça qui est derrière cet acte et de se contenter. Moi, l'expérience que tu as fait, Christian, en Corse, sur le dépistage du cancer colorectal, je la mets systématiquement en évidence pour montrer l'efficacité du système. C'est pas de faire contre une autre profession ou à la place d'une autre profession, c'est de dire que ceux qui ne sont pas allés au cabinet médical parce qu'ils n'avaient pas le temps, eh bien, s'ils vont à la pharmacie et que ce dépistage est réalisé, ça rend service à tout le monde. Comme le dépistage du diabète, où quand on récupère 12, 17, 15% de personnes qui étaient en déshérence par rapport à leur pathologie, eh bien, on rend service aux patients et le médecin va avoir un travail qui va être facilité parce qu'il va pouvoir, lui, poser le diagnostic et prendre en charge le patient dans le cadre d'un parcours de soins qu'on aura réussi à réintégrer, parce que le patient était en dehors du parcours de soins. Et donc, c'est nous qui faisons ce travail et c'est très bien. Alors, on a vu ce que tu as réussi à faire, Christian. Déjà, tu as dessiné les projets pour la prochaine mandature et en allant sur des pathologies beaucoup plus importantes comme le diabète et le risque cardiovasculaire. Pascal, toi, puisque comme Christian, tu te représentes, et qu'est-ce que tu as envie de faire pour les 5 prochaines années? Dans quoi tu as envie d'engager les pharmaciens? Alors, on a déjà longuement travaillé avec l'équipe candidate pour effectivement mettre en place un programme. Et on va se baser sur un constat, c'est que c'est intéressant. Il faut faire du dépistage, il faut monter des opérations expérimentales, on est bien d'accord. Mais il en existe plein des expérimentations, toutes pertinentes, mais il n'est pas toujours facile de les généraliser et que les pharmaciens se les approprient et les développent. Donc, je vais vous parler de 3 cas très rapidement qui existent déjà et dont notre mission va être de les développer. Le télésoin, je prends un exemple très précis. Une pharmacie en Saône-et-Loire actuellement réalise 300 consultations par an de dermatologie en lien avec 2 dermatologues de Mâcon. 300 consultations par an. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on développe, pas forcément sur cette même spécialité, parce qu'on a bien vu que ça marchait, mais peut-être sur d'autres. Il faut qu'on développe le télésoin. C'est le premier axe sur lequel on va travailler. Développement d'une expérimentation qui a déjà montré qu'elle marchait, mais qui n'est en place actuellement que dans une pharmacie, dont 960 pharmacies bourguignonnes franc-comtoises. Le deuxième sujet, c'est l'apnée du sommeil. Là aussi, j'ai un pharmacien en Franche-Comté qui a développé un axe de travail sur l'apnée et sur le dépistage. L'opération existe. Eh bien, on va travailler à la généralisation et à sensibiliser nos pharmaciens à développer ce point-là qui, visiblement, concerne 5% de la population. Et le troisième sujet qu'on va développer, là, on va s'appuyer sur un article 51 qui existe dans notre région sur la nutrition, obésité, chirurgie bariatrique, accompagnement. L'outil existe, il n'est utilisé qu'en établissement à Chalon-sur-Saône pour l'instant. Je suis en contact avec le médecin qui est un médecin diététicien et il a créé un logiciel d'aide, d'appui à l'accompagnement d'un patient en difficulté et on va s'appuyer sur le réseau de la pharmacie pour généraliser ce comportement et surtout impliquer les pharmaciens. On en revient au dépistage, au repérage. Le pharmacien aura les outils pour sensibiliser ses patients à un effort à apporter sur leur méthode alimentaire, leur pratique quotidienne de tous les jours. Voilà. Donc, 3 choses qui ont été construites, mais qui n'ont pas été déclinées à ce jour d'une façon suffisamment large pour qu'elles profitent à l'ensemble du réseau de la pharmacie. Voilà nos trois missions essentielles. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ces 3-là sont déjà importantes. Ouais, plein de projets, voilà, plein d'ambitions pour la profession. Alors toi, Renaud, qu'est-ce que tu as dans ton viseur pour les 5 prochaines années? D'abord, je voudrais redire que le couple médecin-pharmacien voit 200% des patients. Les médecins 100%, nous, l'autre 100%.
Ensuite, dire que quel plaisir que d'entendre mes collègues du Nord ou du Sud dans leur investissement, en passant par le centre bien sûr, dans leur investissement total dans cette mission qui me paraît extraordinaire, et la mise en commun de nos expériences, de nos méthodologies, de nos expérimentations fera que demain, c'est toute la France que l'USPO mènera avec toutes ses URPS. Un autre élément qui est en train de changer le regard, parce qu'en fait, jusqu'à présent, le patient voyait en nous quelqu'un qui prenait une ordonnance, qui la lisait et qui donnait des boîtes, avec toute l'action intellectuelle qu'il ne voyait pas. Maintenant, on les touche. Maintenant, on fait des trodes. Maintenant, on fait des tests antigéniques. Maintenant, on fait un test capillaire. Le patient a confiance en nous. C'est le patient qui devient demandeur et que je crois qu'il faut que l'on transforme cet essai par de vraies réalisations. Alors, je n'ai pas répondu à ta question, Gilles. Très clairement, aujourd'hui, qui mieux placé que le pharmacien pour l'identification, le repérage d'une maladie qui est monstrueuse parce que une fois qu'on l'a, on n'a quasiment plus aucune chance de guérison. Je pense à l'insuffisance cardiaque. C'est monstrueux. Et pourtant, il y a 4 lettres à connaître. EPOF, essoufflement, poids, fatigue et œdème. Comme systématiquement, on les voit arriver. On les voit arriver essoufflés. Ils nous disent qu'ils sont fatigués. On les voit avec des chevilles qui enflent. Et ben, dès qu'on voit ça, un signalement rapide au médecin cardiologue, à l'hôpital, fait que ces personnes-là sont prises en charge bien en amont et que non seulement on donne des chances supplémentaires, mais on leur évite de supporter quelque chose qui est insupportable parce que la vie d'un insuffisant cardiaque est insupportable. Ça, c'est première chose. Ensuite, deuxième, et on est avec d'autres départements et je crois d'autres régions et mes amis et des URPS complètement dans les trodes. Le HIV, un vrai sujet parce que finalement on a obtenu ou on nous a donné la possibilité d'avoir les autotests en officine, sauf que vous imaginez la personne qui se pique le bout du doigt et qui est positif, dans quel état il se trouve quand il est tout seul chez lui, et que bien sûr que si, ne serait-ce que d'avoir cette action d'achat d'un test, d'un autotest, c'est qu'il y a un vrai sujet derrière de maladies sexuelles et sexuellement transmissibles et un désarroi total parce que c'est pas la fin du monde et qu'il y a des solutions, mais qu'il faut le continuer et qu'il faut faire ce test, ce TROD, dans des conditions bien précises avec les limites. Et ben, les 2 sujets que j'ai envie autour du dépistage de lancer dans le prochain mandat, c'est l'insuffisance cardiaque et l'HIV. Et je voudrais dire que tout ça, ça se fait dans la continuité des actions que l'on a déjà menées. Et c'est comme ça que les portes s'ouvrent, c'est comme ça que la confiance s'installe, et c'est comme ça qu'on nous accueille et qu'on nous dit très vite oui. Renaud, donc toi, Grégory, dans ta région, ta belle région Hauts-de-France, qu'est-ce que tu as envie de faire sur les 5 prochaines années? C'est quoi tes priorités sur ce dépistage? D'abord, il y a un élément qu'on n'a pas dit, et on a tous échappé, pourtant c'est un élément fondamental. C'est que toutes ces actions ont amené une rémunération pour le pharmacien, parce que c'était un acte pharmaceutique qui était valorisé. Là, c'est un élément qui est important, on a oublié de le dire, mais c'est fondamental. C'est que dire qu'en même temps qu'on fait l'expérimentation, on modélise le modèle économique.
On prévoit le modèle économique en vue d'une généralisation. Ça, c'est un point qu'on a oublié de citer que je voulais rappeler. Alors moi, il y a un élément qui est fondamental. On voit bien qu'il y a eu, entre toute la dynamique qu'on a pu tous avoir, et on voit bien la force des URPS, USPO sur le territoire en la matière, il y a quand même eu une casse dans la dynamique avec cette crise sanitaire qu'on a tous gérée et qui a été très compliqué à gérer. Donc, il va falloir réembarquer tous les pharmaciens dans cette dynamique-là. Ça, c'est une étape qui est pour moi fondamentale. On a beau avoir les meilleures expérimentations du monde, il va falloir avoir un plan de reprise d'activité. La crise sanitaire va s'arrêter, il va falloir reprendre cette dynamique d'expérimentation. Donc, il va falloir accompagner encore plus le pharmacien pour reprendre en fait cette dynamique-là. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, moi, je lance et après je déroule. Il y a sur le dépistage du risque cardiovasculaire, c'est bien, on a prouvé, on savait faire pour repérer les facteurs de risque. C'est bien, la personne, bien, vous avez des facteurs de risque, je vous ai parlé de l'outil émoticœur. Mais derrière ça, moi, quand j'ai pensé à l'émoticœur, c'est de dire, cet outil-là, c'est un outil motivationnel, mais le pharmacien, il est bon pour le dépistage. Je sais vous dire que vous avez un risque, par exemple, mais je peux aussi vous accompagner pour diminuer ces facteurs de risque-là, et notamment sur le tabac. Donc, il y a une action qui est en cours justement pour accompagner le sevrage tabagique avec des entretiens rémunérés aux étapes charnières du sevrage tabagique, les changements de posologie de patch, de gomme ou autre, par exemple, entretien motivationnel, avec le CO-testeur, qui est aussi un outil de motivation. Donc déjà, on va dérouler, finalement, on a montré qu'on savait faire dans le dépistage et on déroule après sur justement l'amélioration de ces facteurs de risque-là. On a quand même des outils d'autres actions en fait dans les tuyaux, notamment l'ostéoporose. L'ostéoporose est un vrai sujet invalidant et qui finalement, quand on s'en aperçoit au niveau moment de la fracture, il est déjà trop tard et qu'il faut agir sur la prévention. Donc avec des sociétés savantes, on va notamment utiliser un questionnaire qui s'appelle le Griot, et en fonction du facteur de risque, on va pouvoir faire un entretien avec le patient pour expliquer les règles hygiéno-diététiques ou bien orienter vers le médecin pour après faire une ostéodensitométrie et prendre en charge médicalement. Ça, c'est un point qui est aussi important. La BPCO, vous savez que je suis dans un territoire où on a, je reviens sur le bassin minier, c'est pas pour être stigmatisant, mais on a beaucoup de problèmes de BPCO. On peut travailler avec pas mal d'associations qui travaillent sur les associations respiratoires. Je pense aussi aux associations de patients. Ce sont des acteurs majeurs, des partenaires majeurs. On parle beaucoup des sociétés savantes, on parle des ARS, on parle beaucoup des institutions, mais les associations de patients sont un élément clé du succès. Et finalement, leurs besoins, ils les expriment et sont très partants. Il suffit de voir les dernières publications, notamment dans les Hauts-de-France de santé publique, de France Asso Santé, pour montrer qu'ils attendent beaucoup des pharmaciens. Ils sont contents des pharmaciens, mais ils en demandent finalement encore plus. On a créé une appétence finalement pour tous ces sujets-là. Donc la BPCO, l'apnée du sommeil, en effet, et après on est un acteur majeur aussi pour le maintien à domicile et le repérage des risques des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, qui sont à la fois médicamenteux aussi, mais aussi pour maintenir les personnes à domicile, l'aménagement à domicile et qui permet de dérouler aussi sur le matériel médical. Voilà en gros le tableau et mon plan d'action pour les 5 ans à venir, c'est les pharmaciens des Hauts-de-France me renouvellent leur confiance. Merci Grégory. Moi, ce que j'entends de vous, d'abord, ce que j'entends, c'est de la dynamique. Et ça, c'est excellent parce que quand on est responsable d'une URPS, quelle que soit la taille de l'URPS, on voit bien qu'on a Île-de-France, Corse, voilà, d'arriver à rassembler autour de projets d'abord des pharmaciens, de faire rémunérer cet acte. Et donc, ça veut dire que, bien évidemment, il faut convaincre l'ARS, il faut convaincre souvent les autres professionnels de santé, parce qu'ils sont là souvent un observateur et parfois ils sont ou facilitateurs ou pas du tout facilitateurs, et donc il faut être capable de convaincre et de se bagarrer, et puis après d'avoir des résultats pour aller jusqu'à des publications scientifiques et qui permettent de montrer, comme le font d'ailleurs les autres pays. Ils font comme ça, les anglo-saxons, ils font des trucs, ils publient, et si c'est efficace, ils sont pragmatiques, et bien on y va, quoi. Voilà. Et je trouve que vos 4 régions avec des expérimentations vont donner certainement envie à d'autres élus URPS, USPO de faire le boulot aussi, et je sais que vous échangez beaucoup entre vous pour justement reprendre ce qui a bien fonctionné ou améliorer ce qui a un petit peu moins bien fonctionné pour chaque fois être de plus en plus efficace
Et 5 ans, ça va vite dans une mandature, hein, le temps de se mettre en place, le temps de lancer le truc, le temps de l'analyser. Voilà, tout ça prend souvent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et moi, je vous en remercie parce que je sais que tous les quatre sur votre territoire, vous avez ces 5 dernières années passé beaucoup de temps en réunion, passé beaucoup de temps à convaincre, à faire le tour de vos départements pour amener des pharmaciens qui soient volontaires et qui fassent bien le job, parce que derrière, bien évidemment, il fallait prouver d'être efficace. Alors, avant de conclure, moi, je voulais vous redonner à chacun la parole pour que vous puissiez dire ce que vous n'avez pas pu dire sur vos interventions, et puis derrière, eh bien, de compléter. Alors, Renaud, tu veux... Oui, je voulais dire que ça paraît énorme tout ce qu'on vient de dire. Mais quand on regarde les chiffres, 18 500 pharmacies se sont engagées dans la vaccination. 18 500. Plus de 10 000, presque 11 000 pharmacies et pharmaciens se sont engagés dans les tests antigéniques. Donc tout ça pour dire quoi? C'était la crise, Grégory l'a dit. Eh ben on l'a fait. Eh ben tout le reste, on peut le faire. C'est à la portée de toutes les pharmacies. Et l'objectif de nos URPS, c'est que toutes les pharmacies puissent s'intégrer, puissent s'engager, puissent rentrer dans la réalisation de tout ce que l'USPO met en place depuis des années, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle nouvelle mission et qui pourtant, c'est notre exercice de tous les jours. On ne fait que consolider et prouver qu'on l'a fait, alors que tous les jours, on le fait, à l'exemple notamment de la dispensation adaptée. Pascal, un mot de conclusion. Ben, moi, je trouve qu'il s'est passé une révolution totale dans notre profession en 18 mois. Jusqu'à avant 18 mois, bon, il fallait un peu convaincre nos pharmaciens qu'il fallait aller sur autre chose que la dispensation de médicaments. Ils avaient envie, un peu timide, un peu timoré, etc. C'est passé ce que l'on sait en matière de crise sanitaire. La vaccination grippe nous a beaucoup aidé. La crise sanitaire a vu un engouement total de la profession pour être en soutien de la nation, pour amener du SHA, pour amener tout ce que l'on sait, hein, bien sûr. Et la grande révolution, c'est que maintenant, ces pharmaciens sont convaincus de l'évolution de ce métier, et j'en ai pour preuve une chose, c'est quand on leur demande est-ce que vous êtes prêts à vacciner Covid, il faut plus les convaincre maintenant. Ils vous répondent à 85% on est prêt, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne nous envoyez pas les doses? C'est radicalement différent. Donc là, on surfe objectivement sur des années où on a embarqué la profession sur un dynamisme absolument extraordinaire. Donc, on a un boulevard pour faire évoluer notre profession dans le sens de la santé auprès des patients. Pascal, Christian? Ben moi, j'aimerais bien amener une petite précision à l'arrêt de nos dépistages et à l'arrêt de nos expérimentations. Ce qui était remarquable, c'est que les patients ont continué à nous solliciter, même plusieurs années après, pour dire pourquoi vous ne faites plus le dépistage? Pourquoi vous ne faites plus le dépistage organisé avec nous? C'est pas possible que ce soit arrêté. Et d'autres pharmacies qui ne sont pas rentrées dans la boucle ont été sollicitées même un an après les arrêts des expérimentations. Donc, je veux dire, ça y est, c'était rentré dans les mœurs. Voilà. Donc, je pense que le pharmacien a toute sa légitimité pour continuer sur le job. Ça, c'est le meilleur signal que l'on a, c'est quand un patient vous dit, et que les patients vous disent, mais ça, c'était vachement bien. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je reviendrai chez vous, comme on le fait pour la vaccination contre la grippe. Et ça montre bien que la relation de confiance que l'on a avec les patients qui se renforce au-delà de ce que l'on faisait habituellement, c'est-à-dire l'accès aux médicaments et aussi tout l'accompagnement qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'expliquait Pascal sur l'observance avec la préparation des doses administrées, ce n'est que le prolongement du travail qu'on est en train de faire, parce que dispenser c'est bien, et garantir le bon usage et de lutte contre la iatrogénie, c'est bien sûr aussi notre mission. Grégory, est-ce que c'est toi qui donne le mot de la fin?
de cette Il table faut, ronde. oui, on passe un bon moment, on aurait pu continuer encore, mais s'il faut donner un mot de la fin, je m'y plie bien volontiers. Donc, mais on a bien vu dans les différents échanges que il y a une force des territoires. Cette force des territoires, on l'a bien vu pendant la gestion de cette crise sanitaire et là dans les expérimentations. On voit bien que les URPS sont un creuset d'expérimentation et je pense que qui mieux que l'USPO, qui a cette vision métier, peut porter ces sujets au niveau des territoires. Franchement, on voit bien la dynamique et la reconnaissance que l'on peut avoir au niveau des autorités. En quelques années, on voit bien que l'image du pharmacien a considérablement changé et les URPS doivent accompagner ce changement. Je pense que le rôle majeur, c'est d'accompagner en fait les pharmaciens. Il y a ce besoin d'accompagnement et tout en continuant à innover, à expérimenter, en même temps en s'intégrant, en valorisant nos compétences au cœur des parcours de soins avec les autres acteurs et dans un exercice maintenant qui devient coordonné à l'échelle des territoires. Je pense notamment au CPTS et aussi, c'est la force aussi des URPS d'accompagner ces projets dans les territoires. Écoutez, d'abord, je vous dis merci à tous les quatre. D'abord, je vous dis merci au nom de la profession pour tout ce que vous avez fait depuis 5 ans. Parce que ce travail n'est pas toujours facile. Vous y passez beaucoup d'heures, en plus de votre métier que vous exercez, puisque ce qui vous fait vivre, c'est votre officine. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, de continuer à exercer et de faire des propositions et de parler auprès des institutions comme l'ARS, les caisses d'assurance maladie, en exerçant, c'est là où on est le plus convaincant, parce que bien évidemment, on n'est pas, on a des arguments qui sont toujours très percutants. Donc, je voulais vous remercier pour tout ce travail sur ces 5 dernières années. Et puis, franchement, quand je vois votre pêche, votre dynamisme, votre envie de faire d'autres choses et de profiter de toute votre expérience de ces 5 dernières années pour la mettre encore dans les 5 prochaines années au service des pharmaciens de votre région, eh bien, si j'étais un électeur, je voterais pour vous, quoi, tout simplement. Et je voterai USPO parce que cette vision du métier, je crois que c'est celle qui intéresse les pharmaciens et qui est celle, certainement, le métier d'avenir. En tout cas, merci d'abord d'avoir fait ce travail et merci de reprendre le flambeau pour 5 ans de plus. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup de réussite pour votre prochaine mandature parce que je n'ai aucun doute sur votre capacité de rassembler tous les pharmaciens de votre région. Merci à tous les quatre et puis à très bientôt. Merci et on compte sur vous.